Vous écoutez On lit pour vous. Troisième et dernier texte du dossier sur la consommation de l'eau au Québec du journal Le Devoir, édition des 18 et 19 juillet 2026. Le titre « Votre municipalité consomme-t-elle plus d'eau que le reste du Québec ?» Texte signé Sarah Boumeda. Combien d'eau consomme-t-on au Québec? Où consomme-t-on le plus? Quelle municipalité se distingue dans la province? Retour en données sur notre utilisation d'eau potable. De la stratégie québécoise d'économie d'eau potable qui vise à réduire la consommation d'eau dans la province, Québec collecte une multitude de données de consommation d'eau de la part des municipalités. Les données du gouvernement présentent deux indicateurs clés, l'eau distribuée par les municipalités et la consommation résidentielle individuelle. Le premier compile les données sur la quantité d'eau utilisée à des fins résidentielles, commerciales, industrielles et institutionnelles au sein d'une municipalité. Le second n'est défini que par la quantité d'eau utilisée à la maison. Les deux valeurs sont calculées en litres par personne par jour. Selon le dernier rapport annuel de l'usage de l'eau potable publié par Québec en 2025, la consommation résidentielle constitue près de 53% de la distribution totale dans la province. Au début de l'été, la Ville de Montréal demandait à ses citoyens de réduire leur consommation d'eau à la maison en raison d'un réseau vieillissant, sous pression et de travaux en cours sur une conduite d'aqueduc de l'avenue Atwater. En 2023, la consommation résidentielle moyenne au Québec était de 245 litres par personne par jour, selon les données du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. À Montréal, ce chiffre monte à 312 litres par personne par jour. Dans sa stratégie nationale, le Québec espère atteindre, selon la municipalité, une consommation résidentielle égale ou inférieure à la moyenne ontarienne ou canadienne de 2017, soit respectivement 184 et 220 litres. La dernière donnée de Statistique Canada compilée lors du recensement de 2021 chiffre la consommation résidentielle moyenne au pays à 223 litres par personne par jour. Une utilisation totale en voie de diminution. Les données sur la quantité d'eau distribuée donnent un portrait plus global de l'utilisation d'eau par les municipalités d'un bout à l'autre du Québec. Ce nombre inclut aussi des pertes d'eau générées par un réseau. La moyenne québécoise se situe à 467 litres par personne par jour. C'est une diminution de 19% par rapport à 2015, quand l'utilisation totale de l'eau se chiffrait alors à 573 litres. L'objectif de Québec n'est pas loin des données de 2023. On espère atteindre une utilisation totale de 458 litres par personne par jour. Qui sont les plus grands consommateurs d'eau au Québec? Les municipalités ayant distribué les plus grandes quantités d'eau en 2023 par litre par personne. On trouve Sainte-Terre à 672 litres par personne par jour, suivi de Lac-Frontière à 532 litres, puis Chapet 459. Suivent Murdochville 383, Estérel 366, Baie d'Urfé 326, Sainte-Augustine de Woburn 245. Perte dans les réseaux. L'indice de fuite dans les infrastructures est un indicateur recommandé par l'International Water Association pour mesurer les pertes d'eau dans un réseau de distribution attribué entre autres aux fuites et aux débordements. Il représente le ratio entre les pertes réelles dans un réseau et les pertes minimales théoriques, entre guillemets, c'est-à-dire des pertes qui sont virtuellement impossibles à éviter au sein d'un réseau. Plus l'indice de fuite dans les infrastructures se rapproche de zéro, plus un réseau est performant et étanche. Dans sa stratégie, le Québec aspire à atteindre un indice de fuite moyen de 4 ou moins. En 2023, 62% des municipalités ont atteint leur objectif de réduction des pertes d'eau, selon le dernier rapport publié en 2025. En infrastructure moyen du Québec se situait alors à 5,4.
Si l'on exclut Montréal des données québécoises, cet indice tombe alors à 4,3, beaucoup plus près de la cible fixée par le gouvernement. On termine par un tableau, les municipalités aux fuites importantes en 2023. Sainte-Thérèse, 24,45. Dollars-des-Ormeaux, dans l'ouest de Montréal, 23,52. Saint-Augustin de Woburn, 22,03. Chapet, 21,81. Chandler, 21,01. Saint-François-de-Salle, 20,91. Salaberry de Valleyfield, 18,92. Chibougamau, 18,85. Beaconsfield, 18,43. Et Sainte-Sophie de Lévras, 18,32. Fin de ce texte du dossier sur la consommation d'eau potable au Québec, titré « Votre municipalité consomme-t-elle plus d'eau que le reste du Québec ?» Texte signé Sarah Aboumedia, publié dans l'édition des 18 et 19 juillet 2026 du Devoir. Salut mon oncle, une chronique de Salomé Corbeau, parue le 15 juillet 2026 dans Le Devoir. Je tiens d'emblée à vous rassurer, cette chronique ne sera pas une tirade sur le personnage caricatural du fameux mononcle déplacé, voire grossier, qu'on a souvent dépeint dans la culture québécoise. Vous savez, cet oncle qui fait des blagues grivoises, misogynes ou pire, qui aime bien que ses nièces s'assoient sur ses genoux. Ou encore, sur cet oncle gentil qui devient complètement salace après sa 6e bière tablette dans un party de famille. Bien que je sois sûre que l'archétype existe en chair et en os dans certaines familles, je préfère, et de loin, vous parler de certaines des vraies figures masculines qui ont pris le temps de nous transmettre des choses dans une relation bienveillante, souvent empreinte d'humour. C'est à ces hommes que j'ai envie de rendre hommage aujourd'hui. Puisque j'avance en âge, le cycle de la vie étant ce qu'il est, j'ai perdu cette année 2 oncles qui ont été importants dans mon enfance, mon adolescence et au début de ma vie adulte. L'un du côté paternel, donc de descendance italienne, ce qui lui conférait une autorité naturelle en matière de cuisine, l'autre du côté maternel, par alliance. Même si je ne partageais aucun gène avec lui, notre complicité était notable. Enfant de parents divorcés, élevé sur 2 continents, j'avais parfois besoin d'être hébergé quelques jours pendant les vacances scolaires, et j'adorais ça. J'arrivais avec ma petite valise et ma poupée Mafalda dans leur univers. Le tonton italien possédait une piscine creusée rose. Il m'apprenait à faire des saucisses et aimait la crème glacée autant que moi. De l'autre côté, ma tante et mon oncle avaient un chalet au bord de la rivière des Outaouais, à 2 pas du chalet familial de ma grand-mère. Ce dernier faisait les meilleures bines du monde et m'apprenait à faire du yoga. Il me laissait aussi utiliser ses outils pour construire des bateaux et surtout le haut de sa petite grange pour présenter mes séances. Lire ici des spectacles de théâtre amateur trop longs, mis en scène par une fillette de 11 ans. Bref, ses oncles, ses tantes et leurs enfants ont été pour moi de petits noyaux familiaux rassurants où je pouvais me déposer. Mes oncles me taquinaient, tantôt à cause de mon accent français,
tantôt parce que je mangeais des portions gargantuesques, ou encore parce qu'il était impossible de me sortir de l'eau une fois que j'y étais entré. Ils ont continué à être présents au fil des ans jusqu'à ce que j'entre dans l'âge adulte. Chaque fois que je savais que j'allais les voir, la fillette en moi se réjouissait. J'aurais droit à leur sourire, à une plaisanterie et sûrement à une petite discussion philosophique autour d'un verre de vin italien ou d'une Labatt 50. Lorsque j'ai appris le décès de Marc Messier, j'ai eu l'impression que je venais de perdre un autre oncle. En fait, j'ai compris que c'est tout le Québec qui venait de perdre un membre de sa famille. Les gens de sa génération perdaient un frère ou un beau-frère. Nous, plus jeunes, perdions une figure paternelle que l'on aurait voulu éternelle. Marc Messier était un formidable acteur dont la carrière a été jalonnée d'immenses succès populaires. Il a fait rire et il a ému tout un peuple pendant plus de 50 ans. Pour le public, c'était un acteur charismatique, capable de jouer le parfait imbécile, pensons à Régent dans La Petite Vie, comme des êtres tourmentés, rappelons-nous le Sphinx ou l'hypnotiseur déchu dans Le magnifique vent du Wyoming d'André Forcier. Pour les gens du milieu artistique, c'était un collègue admirable et exemplaire. J'ai eu la chance infinie de le côtoyer sur le tournage d'une série. Il y jouait, entre autres, le grand-père de mon fils. Pour les besoins de la série, c'est mon vrai petit garçon qui avait obtenu le rôle. Il avait environ 2 ans quand il a joué avec Marc. Une scène dans un palais de justice, tournée dans les imposants décors d'un studio de l'ONF. Mon fils était un enfant facile, mais c'était tout de même impressionnant pour un bambin. Dès qu'il s'était retrouvé dans les bras de son grand-père fictif, il s'était détendu. Le regard bleu et doux, la voix calme et posée de ce grand homme roux, l'avaient instantanément rassuré. Je dis souvent qu'on reconnaît les grands à leur capacité de prendre soin des petits. Marc était un grand parmi les grands. Nous nous sommes aussi croisés dans des émissions de jeux questionnaires grand public. Ces journées de tournage sont très longues, mais pas très exigeantes. Après tout, nous sommes engagés pour jouer à des jeux. Le rêve. Je me souviens que Marc avait un tel sens de l'humour que ses journées passaient en un éclair. Moi qui aime faire une sieste sur l'heure du dîner, je renonçais volontiers à mon repos pour l'entendre délirer sur n'importe quel sujet. Sa présence m'apaisait et je me sentais toujours bien à ses côtés. En terminant, je voudrais dédier cette chronique à tous ces hommes tendres qui savent, le temps d'un instant, se mettre à la hauteur des enfants ou des plus fragiles pour créer un lieu d'échange et de partage tout en douceur et en rire. C'est de ces tontons rigolos et accueillants que le monde a besoin en ce moment. Personne n'est parfait. Mes oncles ne l'étaient pas plus que d'autres, mais ils prenaient le temps de me faire une place dans leur vie. Marc Messier était aussi de cette trempe, généreux, jovial et sincère. Salut les mononcles, reposez en joie. C'était Salut mon oncle, une chronique de Salomé Corbeau, parue le 15 juillet 2026 dans Le Devoir. Le marché de l'art se remet-il vraiment de la pandémie?
Un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 30 juin 2026 dans Le Devoir. L'Europe subissait une canicule et la salle de vente de Sotheby's surchauffait à Londres fin juin 2026 pour une grande liquidation de chefs-d'œuvre modernes et contemporains. La vente estivale a établi un nouveau sommet historique européen pour une seule soirée aux enchères. Le succès a été interprété comme le signe d'une possible reprise, sinon de la spéculation artistique, au moins du repositionnement de Londres comme une des capitales du marché de l'art mondial après les années difficiles post-pandémiques. Le nu assis au collier d'Amadeo Modigliani, 1917, a arrêté le marteau à plus de 90 millions de dollars canadiens. Le portrait de Gertrude Lowe de Gustav Klimt, 1902, a été adjugé pour plus de 65 millions de dollars canadiens. Là encore, sans compter les taxes et les frais de la maison d'Ancan. Au total, la collection de la famille du milliardaire Joe Lewis a été payée plus de 550 millions de dollars canadiens. Le total s'approche du record de la collection Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, qui avait généré 50 millions de plus en 2009, mais en plusieurs séances. La famille Lewis a ainsi confirmé sa place comme collectionneuse mondiale quasi hors pair. Le père Joe a fait fortune dans la finance et a accumulé avec sa fille Vivienne des trésors artistiques. L'ensemble de leur collection vaudrait plus de 1,5 milliard. Les Lewis sont établis aux Bahamas. Le patriarche, bientôt nonagénaire, a été accusé de délit d'initié aux États-Unis en 2023 et reconnu coupable l'année suivante. Il a été gracié par le président Trump. Ce n'est pas tout. Après l'écoulement des trésors léwisiens comprenant une cinquantaine d'œuvres allant de Picasso à Lucian Freud, la soirée a enchaîné avec une quarantaine d'autres lots modernes et contemporains qui ont rapporté encore plus de 200 millions de dollars. Un tableau de la série des Nymphéas de Monet, datant de plus d'un siècle, a généré à lui seul une facture de près de 90 millions de dollars. Time is money. Tout au gagnant. Les ventes publiques mondiales totales ont augmenté de 4% en 2015, un premier rebond après 2 années consécutives de recul selon le Art Basel et UBS Art Market Report, publié en mars 2026. Le marché de l'art mondial totalise maintenant 85 milliards de dollars canadiens, dont 50 milliards pour les ventes publiques. Cette progression cache des disparités importantes entre les ventes aux enchères, qui repartent en hausse, plus 9%, et les ventes en galerie en montée modeste, plus 2%. Plusieurs sous-segments composent le marché de l'art, chacun avec ses dynamiques propres. Les encans sont dopés par les succès d'œuvres exceptionnelles. Le 1% du 1% du 1% du patrimoine artistique mondial, surtout en fait les créations du siècle d'or français allant de 1850 à 1950. À lui seul, le marché des impressionnistes et les post-impressionnistes a augmenté de près de la moitié, 47%, en 2025. Les maîtres anciens ont rebondi de 30% après 2 années de chute. Les signatures d'après 1945 ont vu leur total s'établir à 6,4 milliards, un recul de 2% par rapport à 2024. Comme tous les autres secteurs culturels ou presque, ce segment des enchères s'organise autour de superstars, de blockbusters et de la règle du jeu voulant que le gagnant rafle tout. Winner takes all.
laissant des miettes aux artistes émergents comme aux galeries modestes. Les ventes d'œuvres pour plus de 10 millions de dollars américains ont augmenté de 40% en 2025 par rapport à l'année précédente dans les maisons d'encans de New York. Les ventes à plus d'1 million ont gonflé de 21%. Par contre, les lots à moins de 50 000 $ ont trouvé un peu moins preneurs. De même, comme le nombre de transactions en galerie reste en gros le même, pour une quarantaine de millions de ventes, cette tranche du marché semble plus bénéficier de la hausse des prix d'une tranche supérieure d'œuvres prisées. Les galeries sont aussi les effets de l'inflation sur leurs coûts de fonctionnement, particulièrement pour les frais de transport et d'inscription aux foires commerciales. Ces manifestations s'imposent de plus en plus au centre du dispositif planétaire en générant un gros tiers des ventes privées, 35 en 2025 par rapport à 31% en 2024. Art Basel et ses antennes de Paris, Miami, Doha et Hong Kong dominent comme rendez-vous des ultra-riches. La foire 2026 de Bâle, en Suisse, s'est tenue du 18 au 21 juin. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine comptent ensemble pour les 3/4 des ventes mondiales, se chiffrant en dizaines de milliards. Ces pôles s'entremêlent et s'entrechoquent. L'an passé, 2 collectionneurs ultra fortunés, l'Américain David Geffen et le Chinois Justin Sun, ont engagé une bataille juridique autour de la propriété de la sculpture Le Nez de Giacometti, 1947, payé plus de 100 millions chez Sotheby's. Le roi de la crypto-monnaie, Justin Sun, a aussi fait les manchettes en payant près de 9 millions de dollars pour Comedian de Maurizio Cattelan, 2019, une banane scotchée au mur. C'était « Le marché de l'art se remet-il vraiment de la pandémie ?» un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 30 juin 2026 dans Le Devoir. J'étais accro aux jeux vidéo. Un texte de la rédaction, paru le 25 mai 2026 dans Curium. J'avais 6 ans quand on m'a donné mon premier téléphone. J'ai vite téléchargé plein de jeux. Je passais tout mon temps sur mon cell. Dès que je rentrais chez moi, je m'enfermais dans ma chambre. Parfois, je me cachais la nuit pour jouer pendant que ma famille dormait. En grandissant, je me suis mis à jouer à des gachas, jeux consistant à dépenser de la monnaie virtuelle ou réelle pour obtenir des personnages ou objets aléatoires, ou à des jeux de duel comme Clash Royale. J'en essayais plein et je gardais les plus accrocheurs. J'ai dépensé environ 4 000 $ pour progresser. J'y passais mes soirées, mes fins de semaine. Je ne soupais jamais avec ma famille et je n'avais pas d'amis. Je ne me rendais pas compte que j'étais accro. Ma famille s'en doutait, mais elle ne pensait pas que c'était aussi grave. Et comme je dépensais de l'argent que j'avais gagné en travaillant, je pense qu'elle s'en fichait un peu. J'avais beaucoup de difficultés à socialiser et à me concentrer en classe, alors j'ai rencontré des intervenants à l'école. Ils m'ont dirigé vers l'organisme Le Grand Chemin. J'y ai fait un séjour de 2 mois. Là-bas, on n'a pas le droit aux écrans. Le matin, on a de l'école. L'après-midi est consacré à des activités et à des ateliers. Ça m'a permis de revoir mes valeurs, de mieux gérer mes émotions et de savoir ce que je veux dans la vie. J'ai compris pourquoi mon comportement était malsain. Durant mon séjour, j'ai découvert plein d'activités loin des écrans. Marcher dehors, faire du vélo de montagne ou de l'escalade. Je ne savais même pas que j'aimais ça.
Ça fait 1 an que j'ai fini ma thérapie. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Il m'arrive parfois de jouer, surtout quand je n'ai rien à faire, mais plutôt à des jeux de stratégie, comme des roguelites, et je ne dépense plus d'argent en ligne. Si je rencontrais le jeune Jordan aujourd'hui, je lui dirais « Va dehors te faire des amis ». Jordan, 18 ans. Après avoir lu le témoignage de Jordan, Jonathan Harvey, kinésiologue et auteur du livre Game Over, comment allier la santé et les écrans, propose cette réflexion. Je dis souvent que ce ne sont pas nécessairement les écrans qui sont mauvais pour la santé, mais leur surutilisation dans des conditions inappropriées. Faire des pauses actives, avoir une station de jeu ergonomique, un éclairage adéquat et un temps de jeu raisonnable. Voilà quelques stratégies qui permettent d'en profiter plus sainement. Le contenu est aussi très important. Plusieurs jeux sont conçus spécifiquement pour nous garder accrochés le plus longtemps possible et nous faire dépenser de l'argent pour progresser. Comme les machines au casino. Malheureusement, Jordan l'a appris à ses dépens, comme plusieurs autres. Près de 9 jeunes sur 10 jouent à des jeux vidéo régulièrement. Le temps de jeu moyen est de 14,5 heures par semaine chez les enfants et ados au Québec. Il est nécessaire de mieux s'éduquer pour adopter de bonnes habitudes, mieux utiliser les écrans au lieu de se faire utiliser par eux. Les écrans deviennent parfois un refuge pour fuir certaines émotions ou situations difficiles. Ils peuvent nous aider à nous distraire, mais lorsqu'ils deviennent trop souvent un échappatoire, c'est peut-être le signe d'un problème. J'aime que Jordan ait repris les jeux vidéo à la suite de sa thérapie, mais avec un contenu plus sain. Par exemple, des jeux de stratégie où les habiletés développées peuvent servir dans la vraie vie. De plus, en découvrant le sport et la nature, il a désormais une meilleure hygiène de vie. Son parcours montre qu'on peut profiter des écrans sainement. Si, à cause des écrans, vous négligez vos relations, vos responsabilités, votre hygiène ou votre santé, cela peut indiquer un usage problématique. Dans ce cas, faites comme Jordan et demandez de l'aide. C'était « J'étais accro aux jeux vidéo », un texte de la rédaction paru le 25 mai 2026 dans Curium.